Dans l'actualité de ce 29 mars, cela fait 7 ans maintenant que le Burkina Faso vit une crise sécuritaire sans précédent. 7 ans que le pays peine à voir le bout du tunnel. Même si des actions sont entreprises pour changer les choses, 82% de la population reste néanmoins insatisfaite. C'est une étude sur la perception des Burkinabés sur la crise économique et l'insécurité qui le révèle. Les détails dans un instant. Et puis, ça y est, le Burkina Faso est qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'issue du match nul étalon épervier, les poulains de Hubert Velud occupent la première place du groupe B avec 10 points. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Les engins explosifs improvisés, c'est l'une des stratégies utilisées par les groupes armés terroristes pour accomplir leur dessein funeste au Burkina Faso. Tenez-vous, de 2017 à 2023, ce sont près de 600 incidents liés à ces engins qui ont été enregistrés sur le territoire burkinabé, avec à la clé plus de 1000 victimes. Au regard de ces chiffres alarmants, la Commission nationale de contrôle des armes s'organise pour minimiser les dégâts. Elle a élaboré une stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés d'une durée de 4 ans. Cette nouvelle stratégie permettra de renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Archimède Boy. 555 incidents liés aux engins explosifs improvisés, EEI, ont été enregistrés de 2017 à 2023 au Burkina Faso, avec la recrudescence des attaques terroristes. Cette situation a fait 1091 victimes, dont 554 morts et 547 blessés. C'est au regard de l'ampleur des dégâts causés par ces engins que la Commission nationale de contrôle des armes, CNCA, a initié une stratégie nationale de lutte contre les EEI, un document validé au cours de 7 ateliers. Mais le Burkina Faso dispose-t-il de moyens performants et de ressources humaines compétentes pour détecter et neutraliser ces EEI dans ce contexte sécuritaire difficile? Oui, répond le secrétaire permanent du CNCA. Nous avons les capacités, maintenant en quantité suffisante, peut-être pas. Mais nous sommes dans le cadre de cette stratégie en train de développer le développement des capacités, à créer même des centres pour pouvoir former des gens, pour pouvoir faire face à ces choses. Mais déjà, nous mettons l'accent sur la sensibilisation des communautés, des OSC. Les statistiques révèlent que 9 régions sur les 13 que compte le pays ont connu au moins un incident EEI. Les 2 régions qui occupent la tête du peloton sont le Sahel et l'Est. Pour réussir à endiguer ce mal, ce projet de stratégie bénéficie de l'expérience du service de lutte anti-mine des Nations Unies. Et cet appui intervient à plusieurs niveaux. C'est le renforcement des capacités techniques, la coopération internationale, la coopération entre services, la recherche et la détection des précurseurs, la capacité à détecter et détruire, la limitation de la prolifération des armes et des explosifs des miniers, par exemple. Ce projet de stratégie nationale de lutte contre les EEI s'étend sur la période 2023-2027. Après sa validation, le ministère en charge de la Défense annonce des campagnes de sensibilisation sur la dangerosité des EEI, la formation des agents de la lutte contre ce phénomène et l'acquisition d'équipements de détection et de neutralisation des EEI. La validation de cette stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés pourrait peut-être réconforter les 82% de personnes qui estiment que le Burkina Faso n'est pas du tout dans la bonne direction en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité. Dans le cadre d'une étude sur la perception des Burkinabés sur la situation économique et l'insécurité, 1200 adultes ont été interrogés en 2022 par le réseau Barreau Afromètre. Les résultats de cette étude révèlent que les Burkinabés ne sont pas totalement satisfaits de leur gouvernement. Des efforts restent encore à fournir pour sortir le pays de l'impasse. Le point avec Benjamin Kwame. L'étude sur la perception des Burkinabés concernant la situation économique et l'insécurité est le 9e round.
commanditée par le réseau Afrobaromètre et mise en œuvre par l'Institut pour la gouvernance et le développement, 1200 adultes burkinabés ont été interrogés. C'était entre le 20 septembre et le 12 octobre 2022. Les Burkinabés, à cette période, dans leur majorité, estiment que la situation économique n'est pas reluisante. On parle de 82% et ce résultat est représentatif. Les 1200 personnes qui sont interviewées sont sélectionnées de façon aléatoire, de façon à ce que tous les Burkinabés qui ont 18 ans aient la même chance d'être sélectionnés dans l'échantillon. Et les 1200, ils sont représentatifs. C'est pour cette raison que dans la présentation, on dit les Burkinabés pensent. La situation économique, mais aussi les conditions de vie des populations. Ici, les interviewés jugent ces conditions mauvaises avec 64%. À cela, il faut ajouter le crime et l'insécurité qui restent le problème le plus important pour eux et sur lesquels le gouvernement devrait se pencher très sérieusement, car 74 parmi les enquêtés désapprouvent la performance de leur gouvernement dans la lutte contre la criminalité et l'insécurité. La collecte des données est intervenue au moment du deuxième coup d'État. Cet événement n'a-t-il pas biaisé les résultats ? Pour toutes les enquêtes qui sont réalisées, tous les rounds qui sont réalisés, il y a toujours une conjoncture politique ou économique qui est susceptible d'influencer les réponses des enquêtés. Et quand on compare les résultats que nous avons obtenus en 2022, dans certains domaines, on constate que ces résultats-là corroborent les résultats qui ont été collectés les années antérieures. Donc il y a des tendances lourdes qui restent intactes, mais c'est clair que sur certains sujets, notamment la présence par exemple des soldats français au Sahel, c'est clair que sur certains sujet, cette conjoncture peut avoir joué, en tout cas dans la perception des Burkinabés. Et donc, le prochain round nous permettra de savoir si, justement, certains résultats sont imputables au contexte. Ces données, selon l'Institut pour la gouvernance et le développement, seront mises à la disposition du public. Elles pourront être utilisées, par exemple, par les institutions ou organismes intervenant dans la gouvernance économique, sécuritaire ou par l'ensemble des Burkinabés pour une perception claire sur la situation de leur pays spécifiquement dans ces deux secteurs. Ils sont venus des 13 régions du Burkina Faso pour manifester leur mécontentement. Les animateurs de la vie scolaire réclament des indemnités de logement au même titre que les enseignants. C'est un droit qui leur est refusé. Pour se faire entendre donc, ils se sont regroupés au ministère en charge de l'Éducation nationale pour dénoncer, disent-ils, une injustice à leur égard. Le mouvement d'humeur des AVS en son et en image, c'est avec Abdou Aziz Sari. Ils ont le visage renfrogné pour la plupart, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de leur ministère de tutelle. Venus des 13 régions du pays, ces assistants, attachés et conseillers d'éducation, réunis au sein du ministère de l'Éducation nationale, réclament des indemnités spéciales de logement. Un droit qui, selon eux, leur est refusé sous prétexte qu'ils sont des agents de bureau. Pourtant, disent-ils, ils interviennent également dans les salles de classe, au même titre que les enseignants qui, eux, bénéficient d'indemnités de logement. Une injustice, selon eux, qu'ils souhaitent voir réparée. On nous a refusé beaucoup de choses, par exemple l'octroi de l'indemnité de logement. Et la vie scolaire n'a pas été associée. Ils ont augmenté tous ceux qui sont, en tout cas, sur le terrain et laissé la vie scolaire. Pourtant, nous sommes sur le terrain aussi. C'est une injustice. Nous voulons qu'ils appliquent la loi qu'eux-mêmes ils ont adoptée, voilà, de 2008, qui nous classe dans le personnel d'encadrement. En plus de la question de l'indemnité de logement, ces assistants, attachés et conseillers d'éducation plaident également pour la satisfaction de tous les autres points de revendication. Les plus urgents sont le respect du ratio de 2 classes par assistant ou par attaché d'éducation, la participation de tous les animateurs de la vie scolaire au secrétariat des examens scolaires et la prise en charge et l'évacuation des élèves victimes de malaise pendant les cours. Dans les tests, on dit qu'un élève tombe, on doit assister à l'évacuation. Voilà. Mais nous, assister à l'évacuation, c'est quoi? Nous devons être là. Il va falloir peut-être qu'une ambulance soit là, ou bien on va trouver quelque chose pour venir prendre l'élève, et puis nous allons l'accompagner. Mais c'est le contraire. Nous sommes obligés de prendre nos engins, des collègues qui partent, et puis tu pars seul. Vous voyez, donc à ce niveau, il va falloir trouver
un mécanisme pour accompagner vraiment les agents de la vie scolaire. Parce que, bon, un enfant ne peut pas tomber et puis on est là et puis on est assis, on le regarde. On va nous accuser, non-assistance à une personne en danger. Voilà, il y a toujours cet aspect. Pour se faire entendre, ces frondeurs qui assurent avoir longtemps privilégié le dialogue sans résultat lancent un mot d'ordre de grève de 48 heures sur l'étendue du territoire national, allant du lundi 3 avril au mardi 4 avril prochain. La grève est susceptible d'être reconduite au cas où il n'y a pas de satisfaction. L'UNARVS, tous ses militants et sympathisants se désengagent aussi de toute tâche pédagogique au sein des lycées et collèges jusqu'à l'application définitive du décret numéro 2008-373 /presse/PM/MERS portant organisation de l'enseignement secondaire du 2 juillet 2018. Cette décision vise à ce que les autorités portent une attention particulière sur le rôle primordial des AVS au sein des lycées et collèges. Ces animateurs de la vie scolaire disent être déterminés à lutter jusqu'à la satisfaction totale de leur plateforme revendicative. Dans la suite de ce journal, nous parlons des arts de la scène avec Aminata Sanou, une danseuse chorégraphe burkinabé qui évolue à l'international en France plus précisément. Engagée pour la cause de la gente féminine, elle utilise son art pour dénoncer les injustices faites aux femmes et promouvoir également l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. Un engagement qui lui a même permis d'être une ambassadrice de l'UNESCO. En séjour à Bobo-Dioulasso, notre équipe régionale l'a rencontré pour vous. Portrait signé Majid Bakouan avec la voix de Benjamin Kwame. À travers les mouvements de son corps, la danseuse chorégraphe Aminata Sanou rend hommage à la femme africaine. C'est dans sa création solo intitulée Une autre. Il s'agit d'un spectacle de danse contemporaine d'une trentaine de minutes. L'artiste, à travers l'expression corporelle, met en valeur la combativité de la femme africaine. Une autre se veut de rendre hommage aux femmes qui se battent, corps et âme, qui se lèvent très tôt le matin, qui dorment les dernières aussi la nuit. Une autre est une pièce qui rend hommage à la femme qui sait ce qu'elle veut, qui parle sans trembler, qui assume sa féminité et qui sait qu'il faut se battre pour s'en sortir dans la vie. Née d'un père forgeron et d'une mère griotte, Aminata Sanou a appris la danse dès son jeune âge. Elle décide de se professionnaliser dans cet art en 2005. En France, où elle est installée, celle qui se fait appeler affectueusement Ami à Bobo-Dioulasso est à la tête d'une compagnie internationale de danse dénommée Tamadia. Elle est également directrice artistique du festival Tama Art, une rencontre culturelle qui se tient à Carville en France. Alors, le festival Tamadia est un festival pluridisciplinaire qui valorise les arts africains dans toute sa splendeur. Et on valorise les contes, danse contemporain, danse traditionnelle, des expositions ventes, un salon artisanal afro-ethnique, des danses de création, etc., etc. Comme dans tous les métiers et professions, les difficultés ne manquent pas. Et la chorégraphie ne fait pas l'exception, encore lorsque c'est une femme qui la pratique. Tu te fais draguer, il faut danser 2 fois plus que les hommes, il faut tout faire doublement. Ben, si vous êtes marié, il faut s'occuper des enfants et encore aller s'occuper des répétitions. Si c'est une compagnie de danse et qu'on est directrice, il faut également pouvoir s'occuper de tout ça doublement. La danse et la chorégraphie, oui, mais il y a aussi la promotion de l'égalité du genre. C'est aussi l'autre combat d'Ami. Pour ce faire, elle a mis en place la fondation Aminata Sanou originelle, basée dans la ville de Sia. Ici, on forme les femmes et également, nous sommes en partenariat avec le juriste d'à côté qui donne chaque mercredi, qui reçoit
des femmes pour lire leurs droits, on va dire. La native de Bobo-Dioulasso, depuis 2015, est nommée ambassadrice culturelle de l'UNESCO. Elle entend ainsi continuer à promouvoir dans les 4 coins du monde la culture burkinabé. Un mot de religion à présent et on reste dans la cité de Sia pour célébrer avec les sœurs de l'Annonciation de Bobo le 75e anniversaire. 75 ans au service de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation de la femme. Les sœurs de cette congrégation ont rendu grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Le jubilé de diamant a donc été célébré à travers une messe d'action de grâce. L'ambiance avec Soto Justin Dabéry. 1948-2023, les sœurs de l'Annonciation de Bobo Sab fêtent cette année leurs 75 ans d'existence. 75 ans au cours desquels des générations de Sab poursuivent la mission de porter Jésus au monde dans divers domaines d'apostolat, notamment la pastorale paroissiale, la santé, l'éducation, les œuvres sociales et l'autonomisation des femmes et des enfants. La suite, c'est vraiment de nous engager en église. Donc, collaborer, pas en franc-tireur, mais vraiment que les sœurs sachent que nous devons travailler avec l'église pour l'évangélisation, pour les pauvres. Tout ce que l'église a à faire aujourd'hui, les 75 ans, nous demandent de nous replonger dans l'église pour travailler de commun accord avec nos évêques, les prêtres. Au cours de cette messe d'action de grâce, 7 sœurs ont prononcé leur vœu perpétuel et 8 sœurs leur vœu de 25 et de 50 ans de vie religieuse. Un dynamisme religieux des Sables reconnu par l'archevêque de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso qui a célébré le jubilé d'Albâtre des Sables. Tout ce qui s'est réalisé à travers les sœurs de l'Annonciation de Bobo, que ce soit dans les paroisses, le service pastoral, la catéchèse des enfants, les aumôneries de jeunes, que ce soit au niveau de la santé, beaucoup d'infirmières et de médecins parmi elles, que ce soit au niveau de l'enseignement et les complexes scolaires, il y en a un certain nombre maintenant dispersés dans le pays. Je pense que c'est Dieu qui leur a permis de réaliser tout cela. Alors aujourd'hui, c'est un jour de souvenir pour rendre grâce à Dieu. La célébration du 75e anniversaire des Sables s'est déroulée en présence du nonce apostolique du Burkina-Niger, Monseigneur Michael Okrati, du cardinal Philippe Ouédraogo, de plusieurs évêques et prêtres, d'autorités politiques et administratives et du ministre en charge du genre et de la famille. Les sœurs interviennent dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans l'éducation et également dans l'accompagnement du développement humain, à savoir la promotion du genre. Elles interviennent également pour l'action sociale et œuvrer aux côtés des personnes les plus défavorisées. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Donc je voudrais à cette occasion-là leur souhaiter un joyeux anniversaire et puis souhaiter que le Tout-Puissant continue de les bénir afin qu'elles puissent œuvrer davantage au service des populations. Fondé en 1948 par Monseigneur André Dupont, l'Institut Famille des Sœurs de l'Annonciation de Bobo compte 274 membres repartis en 72 communautés en 2023. Les Sabres sont implantés dans plusieurs pays, notamment au Burkina, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en France et à Rome pour la mission d'évangélisation. La première communauté des Sabres a été fondée en 1950 à Tounouma. Actualité hors de chez nous, la Côte d'Ivoire passe à une étape supérieure dans la lutte contre l'insécurité routière. Elle a instauré en mars 2023 le permis à points, un système qui consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. Des points qui diminuent au fur et à mesure des pénalités. La mesure est entrée en vigueur. Il permettra de réduire le nombre d'accidents de la circulation estimé à 1000 en 2022 en Côte d'Ivoire. Suivez. En Côte d'Ivoire, l'État instaure le permis à points. Introduit en mars, il a pour but de lutter contre la conduite imprudente et réduire le nombre d'accidents de la route qui ont fait au moins 1000 morts l'année dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon les chiffres officiels. La plupart des conducteurs saluent l'initiative. C'est une bonne initiative parce que faut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'accidents, il y a tellement de chauffeurs, si je peux me le permettre de le dire. Donc avec ça, je pense que ça peut amener chacun de nous vraiment à se ranger concernant la conduite.
Le nouveau système attribue un nombre initial de 12 points qui diminue au fur et à mesure des pénalités. Les contravenants s'exposent aussi à une amende. Les autorités sont aidées dans leur tâche par un réseau de plus de 200 caméras. Payer, avoir un reçu, c'est encore plus sécurisé, puisque c'est dans le cas, c'est le temps que ça s'en va. Là, on n'aura plus tous les policiers pour pouvoir vous surveiller, mais il y a des caméras qui vous surveillent. Et donc, dans l'esprit de chaque conducteur, il doit se dire que, attention, je prends la voie. Si je fais un excès de vitesse de plus de 1 à 20 ou à 25 km, voilà les points qu'on doit me retirer, donc je dois bien me comporter. Les conducteurs pris en flagrant délit d'infraction ne sont plus systématiquement arrêtés, mais reçoivent un avis de contravention par SMS qu'ils peuvent payer en ligne. Selon le ministre des Transports, Amadou Koné, cette initiative vise avant tout à sensibiliser la population ivoirienne. Avec la vidéo-verbalisation, la stratégie de sécurité routière, le permis à point, les sensibilisations que nous faisons, la semaine de sécurité routière a été instaurée, que chaque semaine nous puissions sensibiliser. C'est 80% des sensibilisations, sensibiliser nos compatriotes. Nous pensons qu'à la fin de cette année, on pourrait également avoir des résultats probants. Le gouvernement ivoirien espère que sa nouvelle campagne de sécurité routière permettra de réduire de moitié le nombre d'accidents de la route d'ici à 2025. Le permis à points instauré en Côte d'Ivoire permettra donc de diminuer le nombre d'accidents qui a fait 1000 morts en 2022. En sport football, je vous le disais en titre, les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés hier à la CAN Côte d'Ivoire 2023 en arrachant un match nul face aux éperviers du Togo. Avec ce score, le Burkina totalise 10 points et devient ainsi le premier du groupe B. Retour sur les temps forts de ce match avec notre envoyé spécial à Lomé, Arsène Konditomdi. En venant à Lomé, l'objectif du Burkina Faso était clair, prendre 3 points et assurer la qualification dès cette 4e journée. En face, le Togo veut gâcher la fête, surtout pour se maintenir encore dans la course. Comme si souvent, c'est du côté droit que viendra le danger. Issa Kaboré gagne son vis-à-vis, centre pour Bertrand Traoré, mais le capitaine bute sur le montant gauche. Heureusement, il y a Dango Ouattara pour faire mal. Le Burkina Faso mène en terre étrangère, mais pas pour longtemps. Les éperviers se ressaisissent et vont chercher l'égalisation à la 26e minute grâce à Kodjo Fodou là-bas. Un but partout à la fin de la première période. La seconde partie ne changera pas vraiment malgré quelques remplacements. Le match se termine à un but partout. Le Burkina Faso est donc qualifié pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On a montré beaucoup de maîtrise. Et je pense que sur l'ensemble, l'ensemble des 4 matchs de qualification, je pense que notre qualification est méritée pour l'instant. En tout cas, je tiens à dédier cette qualification pour la CAN au peuple burkinabé, comme vous le savez, qui souffre beaucoup. Très heureux ce soir parce qu'on vient de me dire également que je crois que c'est la première fois que le Burkina Faso se qualifie 2 matchs avant la fin des groupes de qualification. Donc ça, c'est un élément très important. On est très heureux par rapport à ça. Après ce match, les Togolais sont derniers de la poule B avec seulement 2 points. Même s'ils ne sont mathématiquement pas encore éliminés, ils n'ont plus leur destin en main. Que de regrets pour Paulo Duarte qui espérait faire mieux. Sur 2 matchs, pratiquement, on a raté 12 opportunités de but. On a marqué 2 fois. Triste avec notre situation dans cette groupe. C'est encore possible, il faut le dire. Mais si on ne gagne pas de match, une équipe ne gagne pas à domicile, ne peut pas se qualifier. Donc, on n'a pas gagné un seul match à domicile, même si on a très bien joué encore une fois contre une grande équipe. 4 matchs, 3 victoires et 1 match nul, le parcours qui a mené à la qualification est positif. Mais à 2 journées de la fin des éliminatoires, des voix s'élèvent de plus en plus pour critiquer le management du sélectionneur Hubert Velud, jugé très peu inventif. Les prochains matchs contre Eswatini et le Cap-Vert devraient permettre au technicien français de revoir sa copie.
Pour la 13e fois donc, les étalons du Burkina Faso seront à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa création en 1957. Après le match étalon-épervier, à notre envoyé spécial Arsène Konditamde a tendu caméra et micro à quelques supporters. Je vous propose de les entendre. J'ai pas envie de parler, parce que si je parle aujourd'hui, tout le monde serait au fait, je sais pas comment dire, beaucoup de gens seront découragés de notre pays, quoi. C'est pas bien, le match a été très mal, les Togolais ont mal joué, très mal joué, 2 points, le Togo ne peut plus se qualifier. Non, on ne croit pas, avec l'effectif là, on ne croit pas. Nous sommes très déçus, Pourquoi? On ne s'attendait pas à ce résultat. Forcément, on avait besoin de la victoire pour notre qualification pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on accepte ça comme ça. Par rapport au match, j'ai vu que le Togo a beaucoup joué plus que nous. Mais seulement ils n'ont pas eu la chance. Même si on n'avait pas gagné, il n'y a pas de danger dans cette match. Nous, on avait besoin que seulement gagner 1 point pour être qualifié. Donc c'est le Togo qui avait problème. Nous, on n'avait pas de problème. On a un match nul, donc c'est bon à prendre. Nous sommes qualifiés, je pense que c'est l'essentiel. On va se remettre au travail certainement pour mieux faire la prochaine fois. Les dieux du football ont voulu que ce soit un match nul, sinon les enfants ont mouillé le maillot, mais je pensais qu'on pouvait mieux faire. Pas totalement, mais ça va quand même. On a pris le nul et on est qualifié. Tant mieux, Dieu merci alors. Les enfants n'ont pas attaqué comme je voulais d'habitude. Vous attaquez fort, le but est là, on reste concentré. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop restés concentrés. Voilà, c'est comme s'ils jouaient pour le nul. Non, je ne sais pas ça. Les étrangers doivent prouver qu'ils sont forts. C'est ça qu'ils devaient faire. Mais quand même, on va faire un peu la fête à Lomé. Avant d'arriver, on va faire le reste. Félicitations donc aux étalons du Burkina Faso. Rendez-vous est pris en 2024 en Côte d'Ivoire pour remporter, pourquoi pas, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que je vous dis au revoir. On se retrouve demain, Dieu voulant, pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.